Bienvenue à tous pour ce nouvel 5 à 7. Alors vous avez remarqué un 5 à 7, une configuration un peu différente de d'habitude. Donc déjà on remercie monsieur et madame Eve, je ne sais pas où ils sont passés, qui sont derrière et qui nous accueillent. Donc merci beaucoup parce que voilà, voir débarquer autant de monde dans ce beau petit village, voilà, c'est bien. Mais les voisins effectivement vont être déçus parce qu'ils ne sont pas invités à la crémaillère, donc vous allez vous faire des ennemis. Mais en tout cas merci beaucoup. Et donc bienvenue à 5 à 7, merci à tous. Les 5 à 7, vous vous rappelez, c'est quelque chose de multi-professionnel, c'est pour les professionnels, plusieurs partenaires. Et donc aujourd'hui, on va vous parler des interfaces, un point extrêmement important, dur à traiter, interface entre les lots techniques, entre les personnes, entre les différents matériaux. Donc voilà, bienvenue pour se rénover avec classe, traiter vos interfaces avec audace. Petit rappel, 5 à 7 d'éco-construction, merci de nous suivre. Nous avons au sein, alors ils sont restés sur le parking des pauvres au soleil, donc on a la DDT, on a la FFB, on a la CAPEB, on a l'ALEC et l'ALTE 69, FIBOIS et donc l'agence qualité construction. 4 éditions par an, ça va un petit peu parler, 4 éditions par an, et surtout ce qui est très important, c'est pour dire à ceux qui sont déçus, qui ne sont pas venus, qu'il faudra venir la prochaine fois, mais aussi quand même malgré tout qui pourront revivre cette édition sur le site écoconstruction-rhône.fr puisque toutes ces éditions sont enregistrées et sont sur la page écoconstruction-rhône.fr. Donc le programme, on va parler d'un programme profil qui s'appelle justement Interface, qui porte bien son nom justement, avec notamment Sébastien Delmas du CEREMA qui va nous en dire un petit peu plus. Et après, donc, on va vraiment visiter cette rénovation, donc la maison de monsieur et madame Eve, avec les intervenants qui se sont occupés de cette rénovation d'ampleur. Donc on se séparera en 2 groupes et on fera l'ensemble, tout le monde fera l'ensemble des postes. Et après, bien entendu, un petit temps convivial pour continuer à échanger entre nous. Donc nous intervenons Sébastien Delmas, chef de groupe bâtiment au CEREMA. On aura donc pour Dorémy, Yacine Tari et Hugo Couvez. On aura Bertrand Ducret pour Naterme. Et pour Erelos, concept Ali Amdala. Et je passe tout de suite la parole à Sébastien. Enfin sinon avant juste quand même un petit mot quand même sur la QC parce que le programme Interface, c'est vraiment un programme voulu par la filière professionnelle de la construction avec des outils à destination des professionnels et qui sont faits par les professionnels. La QC met en musique tout ça. Vous avez vu qu'on a fait appel à d'autres partenaires comme l'ASDER et comme le CEREMA. Et pour rappeler que la QC, si vous ne connaissez pas, faut aller sur notre site internet surtout, mais on est une association d'intérêt général, loi 1901, et on est vraiment représentatif justement de l'ensemble de la filière, l'ensemble des maillons de la chaîne de la construction est présent au sein de la QC, et c'est pour ça qu'effectivement on essaye de soutenir ces programmes. Voilà, Sébastien, je te passe la parole. Bonjour à tous, donc merci Sylvain de m'avoir introduit. Donc, je suis en charge d'un groupe bâtiment, je coordonne l'activité bâtiment sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Mais là aujourd'hui je suis là au titre du programme Interface que je pilote. Donc c'est un projet qu'on a monté en lien avec l'ASDER sous l'égide de l'AQC. Mais donc rapidement pour vous dire un mot du CEREMA, on est un établissement public, un centre d'expertise et de recherche rattaché au ministère de la Transition écologique. Et donc on œuvre sur plusieurs secteurs d'activité, le bâtiment bien sûr, mais également l'accompagnement et l'expertise territoriale, la mobilité, ouvrage d'art, l'environnement, les risques, mer et littoral, etc. Voilà, on a un panel assez large. Et on travaille à 2 niveaux en fait. On est un établissement de recherche, on est labellisé Institut Carnot, et puis en parallèle on fait des projets plus opérationnels, comme celui qui nous occupe aujourd'hui, et nos missions sont vraiment dans le cadre de l'action publique. Donc on a une obligation légale de capitaliser et de diffuser l'ensemble des connaissances. Donc je vous invite à vous rendre sur notre site CEREMA ou notre site CEREMADoc, parce que depuis la loi Le Maire de 2018, on a l'obligation de mettre en ligne l'ensemble de nos travaux, l'ensemble de nos rapports d'études sont disponibles en ligne.
Voilà. Donc le projet interface. Le cadre du projet, c'était la maison individuelle en rénovation énergétique. Et l'objectif, c'était d'arriver à une centaine de scénarios de traitement d'interface, donc à toutes les jonctions qu'on peut retrouver dans ce type de bâtiment. L'objectif, c'était vraiment de sensibiliser les professionnels aux bonnes pratiques et de fournir des exemples facilement appropriables. Et donc l'idée, c'était pas forcément de ressortir des supports graphiques, même si on va en faire quand même, mais plutôt des choses très pratico-pratiques, avec des vidéos qui seront en ligne, qui sont déjà en ligne d'ailleurs sur le site ProRéno, pour les premières. Et la cible, c'était vraiment les entreprises qui interviennent sur ce type de projet, c'est-à-dire des entreprises, des artisans qui ne sont pas forcément accompagnés par de la maîtrise d'œuvre, et donc ils vont forcément se poser la question des interfaces, et donc de l'interaction qu'elles vont avoir avec le collègue qui va traiter l'autre lot, pour s'assurer que les deux artisans puissent se parler et une base commune pour traiter au mieux cette interface. Voilà, donc on a travaillé de la manière suivante, on a travaillé avec le bureau d'études Enertech, qui est spécialisé sur ces sujets, pour essayer d'identifier l'ensemble des interfaces qui posent vraiment problème dans ce type de rénovation énergétique et essayer de les prioriser pour aller sur les plus importantes et d'essayer d'évaluer l'impact que cela peut avoir sur la rénovation énergétique, un bon traitement ou un mauvais traitement. Et on a reçu ce matin d'ailleurs les premiers calculs qui sont en train d'être finalisés. Et à partir de là, donc, là on a travaillé avec l'ASDER qui, eux, travaillent avec leur propre ensemble d'entreprises partenaires parce que c'était une attente très forte et une demande des fédérations, FFB et CAPEB qui suivent le projet et qui les valident, que ça parte vraiment du terrain et que ce soit vraiment des artisans qui proposent les solutions et que ce ne soit pas juste nous en chambre qui imaginions une solution parfaite qui ne soit pas forcément applicable sur le terrain. Donc toutes les solutions ont été imaginées et vues avec des artisans. Et après, nous on est passé un petit peu en deuxième rideau pour vérifier la conformité aux règles de l'art et au DTU et aux bonnes pratiques, aux règles professionnelles, en lien avec la FFB et la CAPEB derrière, parce qu'eux ils refont une relecture derrière. Et notre mission vraiment c'était ça, c'était d'identifier qu'est-ce que les règles de l'art permettent de faire aujourd'hui pour traiter correctement les interfaces, et quels sont les points bloquants et les points d'attention qu'il faut traiter quand on doit s'attaquer à ce sujet. Et puis après, donc, comme je l'ai dit, la FFB et la CAPEB repassent derrière, refont des relectures, des remarques. On essaye de les stimuler un petit peu pour les tirer vers du mieux, puisque les règles de l'art, le scoop du projet, c'est que les règles de l'art n'empêchent pas de manière globale de traiter correctement les interfaces. Voilà, on pourrait s'y attendre. Il y a quand même quelques petits points où il y a des blocages qui sont parfois très justifiés. Je prends un exemple très simple, un conduit de cheminée qui passe dans un comble perdu. Le DTU impose que ce conduit de cheminée, ce boisseau, soit ventilé. Et donc ça fait qu'il y a forcément un espace où l'isolant ne peut pas être collé au boisseau, et donc ça fait un pont thermique. Voilà. C'est un exemple très basique qui est lié à de la sécurité. Donc, voilà. Donc on a imaginé une solution, vous verrez. Alors pas aujourd'hui, mais je vous invite à rester en ligne sur ProRéno pour suivre l'actualité. Mais voilà, il y a quand même des petits points de blocage ou des petits points dans les règles de l'art qui font que tout n'est pas possible, mais globalement, on s'est rendu compte que les règles de l'art permettent, ou en tout cas n'empêchent pas de traiter correctement tous ces points singuliers. L'autre leçon du projet, c'est que par contre, pour la majorité, on va dire, des lots, elle ne l'explique pas de manière très claire, très détaillée. C'est-à-dire que c'est possible, c'est ouvert, si ce n'est pas écrit, vous avez le droit de le faire. Par contre, elle ne l'explique pas forcément de manière très précise et très détaillée. D'où l'intérêt du programme Interface, qui va amener, à partir d'un exemple concret, une solution de traitement. Voilà. Donc l'objectif, ce n'est pas de réécrire les règles de l'art, mais bien de vous présenter des solutions de traitement pour l'ensemble des points singuliers identifiés. Donc, bon, vous êtes dans la maison, on va faire le tour tout à l'heure, donc je ne vous les détaille pas, mais on avait travaillé à l'époque dans le cadre d'un projet, bon, je ne refais pas l'historique, mais lorsqu'on a généralisé la mesure d'étanchéité à l'air dans le bâtiment neuf, on avait travaillé justement à identifier l'ensemble des interfaces qu'on retrouve en maison individuelle et à proposer des solutions de traitement. Donc on a imaginé l'équivalent en rénovation dans ce projet. Voilà. Point important, on a essayé aussi d'imaginer qu'est-ce que pouvait être le traitement de ces interfaces lorsqu'on fait une réno globale, comme le cas qui nous occupe aujourd'hui, mais aussi par étapes, puisque la réalité du marché, c'est qu'on n'intervient pas forcément au même moment sur les différents lots. Les particuliers ne font pas forcément tous les travaux en même temps. Et donc, il y a certaines solutions, alors qui ne sont pas possibles de traiter correctement, certaines interfaces qu'on ne peut pas traiter correctement par étapes, mais il y en a d'autres où il y a des pistes quand même pour traiter au mieux, même si on ne vient pas au même moment, du moment que le premier qui passe a pris les précautions nécessaires pour que le suivant puisse intervenir correctement.
Et puis on s'est attaché aussi beaucoup à l'étanchéité à l'air. Donc là, pareil, hein, c'est un sujet qui n'est pas spécialement prévu dans les règles de l'art, puisque c'est depuis le programme RAGE, c'est prévu pour les bâtiments neufs, mais en rénovation, aujourd'hui, il n'y a rien sur l'étanchéité à l'air. Donc c'est là où je vous dis, on a essayé de pousser un petit peu plus loin pour dire, bah oui, mais en rénovation, il faut aussi faire attention à l'étanchéité à l'air. Et on a fait des propositions pour qu'elle soit traitée correctement en rénovation. Voilà, bon, bah là vous voyez rien, mais c'est pour vous dire qu'on a listé l'ensemble des textes réglementaires, des TU, règles de l'art qui s'appliquaient pour chacune des interfaces. Et après, l'objectif c'est d'avoir une chronologie précise, vraiment pas à pas, pour que l'artisan puisse voir très concrètement comment on va traiter, comment on va découper, on va dire, la réalisation de la jonction. Et donc on en est à 80 scénarios produits, là. On est en train de boucler le principe, et puis après ce sera mis en musique à la QC sous forme de vidéos et de calepins de chantier. Donc il y a déjà une quinzaine de vidéos qui ont été tournées, notamment à Chambéry, pas très loin d'ici. Voilà, l'idée c'est vraiment de partir de cas concrets. Donc la QC a passé des partenariats avec des bailleurs sociaux notamment, ou des particuliers qui mettaient à disposition la maison à l'occasion d'un projet de rénovation globale. Et donc ils intervenaient vraiment sur un vrai bâtiment pour faire la captation vidéo, filmer le projet, et puis après bon, bah, ils défont ou alors ils laissent, enfin, ils s'arrangent avec le propriétaire, mais c'était vraiment l'objectif de montrer sur un vrai cas concret. Voilà, donc quelques photos, mais bon, je vais passer assez vite parce que l'idée c'est plutôt de voir le cas du jour, mais simplement pour vous illustrer que sur le site ProRéno, vous retrouverez par exemple une vidéo sur la bonne jonction menuiserie au nu extérieur mur, isolation intérieure, et vous retrouverez une vidéo sur le traitement d'un refend en cloison légère par exemple, comment on vient traiter au mieux l'isolation à cet endroit-là. Donc ce qu'on propose, ce qui est possible de faire, ce n'est pas la pratique la plus courante, mais c'est de venir découper la cloison légère pour venir avoir une continuité parfaite de l'isolation et de l'étanchéité à l'air sur l'ensemble du mur. Voilà, donc tout ça on l'a fait avec des artisans, on l'a testé en vrai, on sait que ça marche. Voilà, quoi vous dire de plus? Bien évidemment les combles, hein, on a passé beaucoup de temps sur les combles, la jonction plafond-mur, que vous ne verrez pas spécialement aujourd'hui, puisque a priori les combles étaient déjà isolés, mais voilà, dans le cas d'un comble perdu, un comble aménagé, un faux comble, etc. Donc il y a plein de petits points singuliers qui ne sont pas forcément toujours bien traités, et donc on s'est attaché à proposer des solutions qui sont réalistes et qui répondent à des vraies problématiques de terrain, typiquement quand on a des grosses poutres, pour venir poser l'isolation et bien traiter l'étanchéité à l'air, c'est pas forcément évident. Voilà, donc des ouvriers en action. Et voilà, et après, donc, il y aura des calepins de chantier qui seront en ligne, avec des écorchés, des vues 3D, etc. Et puis des jolies vidéos que vous pouvez déjà aller consulter sur le site ProRéno. Voilà, donc les deux dont je vous parlais. Voilà, puis après c'était un peu la petite pub finale sur les autres projets. Alors, oui, juste donc voilà, on insiste quand même, allez déjà sur le site proreno.fr, effectivement vous avez déjà 2 vidéos, il y en aura plus d'une trentaine, petit à petit elles vont être mises à jour, il y en aura des nouvelles et il y en aura rapidement beaucoup. Donc voilà, vous avez déjà l'interface mur de refend, mur isolé par l'intérieur, et interface menuiserie en feuillure, mur isolé par l'intérieur, qui sont disponibles. Encore une fois, c'est visionnable, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller voir et à les faire connaître. Et beaucoup d'autres informations sur ProRéno aussi qui sont là pour vous aider dans vos travaux de rénovation. Et puis aussi, je voulais vous signaler donc un MOOC porté par la QC et qui a été rendu grâce au programme phare Former les acteurs de la rénovation énergétique, disponible en continu, donc sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable. Vous pouvez y aller, le faire maintenant il est ouvert en permanence, donc plus besoin de s'inscrire à l'avance. Et vous avez effectivement tous les risques et les bons réflexes pour la rénovation, avec un parcours qui s'adresse plutôt à l'enveloppe, l'autre plutôt au système, aux équipements. Et vous voyez bien sûr que forcément il y a des choses qui se rejoignent avant et après, donc on parle aussi, on aborde la problématique des interfaces. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à suivre ce MOOC. Voilà, donc pour rénover avec classe, effectivement maintenant c'est traiter vos interfaces avec Codas, c'est vraiment maintenant le must. On sait bien rénover, mais voilà, si on va aller jusqu'au bout, il faut traiter ces interfaces. Et je vais vous présenter donc les acteurs du chantier hôte, donc qui vont me rejoindre. Donc on va commencer peut-être par Dorémy du coup, qui est là.
Donc bonjour à tous. Avant de rentrer dans le concret et donc les explications de Yacine sur le traitement de ce projet, peut-être vous présenter rapidement Doremi et surtout faire la correspondance et montrer que le traitement des interfaces est au cœur de notre métier depuis le démarrage chez Doremi. Alors juste le rapide historique, Doremi, on est une entreprise privée qui existe donc depuis 2017 et on est donc une émergence de l'association Négawatt, donc association qui fait de la prospective énergétique avec une vision, l'efficacité, la sobriété et les énergies renouvelables. Depuis 2023, on est accompagné par une filiale sœur qui est Cléorénov et qui est donc un acteur MAR. Donc là, actuellement, c'est en plein dans l'actualité, mais qui est également un acteur qui peut faire de l'AMO pour les particuliers. Doremi, en quelques mots, c'est trois métiers sur lesquels on va intervenir directement sur les interfaces. Tout d'abord, on a notre premier métier, c'est d'être une cellule de recherche et développement, d'être au cœur de l'innovation avec un objectif systématiquement d'aller favoriser des projets qui vont permettre la massification de la rénovation énergétique. Cette cellule recherche et développement répond aussi à des appels à projets. Notamment, il y en a un sur les interfaces qui est important. Donc, c'est un appel à projet qui avait été publié par l'ADEME, sur lequel on a publié 74 fiches conseils pour le traitement des rénovations par geste et justement comment bien anticiper les différentes interfaces et quels sont les bons gestes à effectuer pour pouvoir les anticiper. Deuxième métier de Doremi, et ça c'est là-dessus qu'on est connu, c'est la formation avec 3 formations historiques qui vont porter sur le traitement des interfaces. Tout d'abord, la formation des équipes d'artisans, former des groupements d'artisans sur 3 domaines, comment s'organiser pour pouvoir aller identifier les points singuliers d'une rénovation performante, comment se coordonner pour pouvoir traiter justement ces interfaces sur un chantier, les traiter correctement et efficacement. Et puis le troisième point, c'est comment commercialiser en équipe d'artisans, en groupement d'artisans, une rénovation performante qui va aller justement traiter ces points singuliers et qui va forcément chiffrer à un moment donné ces points directement. Deuxième formation historique de Doremi, c'est la formation des conseillers, des techniciens, des espaces conseils France Rénov, des opérateurs ANA. Ça c'est historiquement, on formait ces acteurs à pouvoir bien identifier des projets de rénovation performante et donc pouvoir préparer le particulier à la nécessité de traiter ces interfaces entre les lots énergétiques. Et depuis, on s'est ouvert à l'ensemble des prescripteurs de la rénovation énergétique. Donc ça peut être ouvert aux banques, aux distributeurs et négoces en matériaux, les assurances, etc. Troisième formation historique de Doremi, c'est la formation de formateurs. Former des formateurs à pouvoir accompagner des équipes d'artisans sur chantier afin de bien traiter, bien identifier et bien traiter ces interfaces. C'est aussi former des formateurs qui vont ensuite former des équipes d'artisans. Dernier métier de Doremi, et je m'arrêterai là avant de laisser la parole à Yacine, c'est les travaux. Donc oui, on est présent aussi sur les phases travaux avec un apport d'affaires puisqu'on va qualifier des projets auprès des particuliers et les amener à aller faire systématiquement le maximum de performance énergétique sur leurs actes de travaux. Et on va apporter ces projets à une équipe d'artisans qui aura été formée pour répondre à ces besoins. Et puis, depuis cette année, on a une offre de maîtrise d'œuvre énergétique où là, on va pouvoir accompagner les artisans sur la phase travaux et accompagner le particulier également sur la réalisation et la bonne exécution, la bonne prise en compte de tous ces traitements d'interface. Ouais, l'idée c'est d'en parler quand même de la manière dont on traite les interfaces chez Doremi. Donc le plus important pour nous, comme il l'a dit Hugo, c'est d'avoir quand même une équipe d'artisans d'entreprise qui arrive à identifier ces points d'expertise, notamment les interfaces, les diverses interfaces, savoir l'impact qu'ils ont sur un projet et savoir comment les traiter. Donc effectivement, nous on s'appuie sur les connaissances des CRMA, les études qu'ils ont fait et ceux du lab pour effectivement les diffuser sur une formation action. Donc c'est 3 jours théoriques et le reste est sur des chantiers dans lesquels on accompagne les artisans pour effectivement la mise en œuvre de ces points singuliers. D'ailleurs, il y a une session qui est prévue au mois de septembre, donc s'il y a des intéressés, il ne faut pas hésiter à m'en parler. Donc ça, c'est la partie
plutôt pour les conduites de travaux, pour les chargés d'affaires. Et derrière, on a une autre formation spécifique pour les poseurs, donc sur plateau technique ou sur chantier, pour justement donner le geste, montrer et pour derrière faire évoluer l'ensemble de la structure. Je suis arrivé, hop là. L'interface est dans le cœur de notre métier et donc ça se voit effectivement à travers l'intégration de ces points-là dans l'ensemble de notre recette bien ficelée. Donc ça commence dès le départ sur la partie qualification. Bon, on ne voit pas très bien ici, mais il y a un ensemble d'acteurs ici. Donc là, c'est plutôt Doremi en interne. Ici, donc, on a les conseillers. Pardon, ça c'est le particulier. On a les conseillers. On a le groupement d'entreprise et l'expert Doremi qui est en charge de l'accompagnement du groupement. Donc la partie déjà interface, on commence à la traiter dès la qualification parce qu'on est en contact avec le particulier, on le sensibilise sur l'enjeu de traiter ces cas particuliers, les interfaces entre chaque lot. Et donc dès le départ, on commence à travailler là-dessus pour sensibiliser le particulier, pour que lui derrière, il soit aussi également acteur et vigilant sur cette partie-là. Donc, sur le déroulement en fait, d'un projet chez Doremi, on organise ce qu'on appelle un état des lieux architectural et technique, où il y a tout le groupement d'entreprises, tous les lots concernés par le projet qui sont présents sur le chantier, avec les particuliers, et un expert Doremi qui est là justement pour guider les entreprises sur le traitement de ces interfaces. Donc, son rôle à lui, il va questionner les entreprises. Je prends un menuisier et un façadier. Bon, bah là, comment vous allez traiter cette interface? Qu'est-ce que vous avez prévu de le faire? Et derrière, faire en sorte que ça soit mis en œuvre et que ça soit bien traité. L'expert, il est là pour justement pour s'assurer que ces interfaces-là soient bien traitées et bien sûr anticiper leur traitement avec une planification et pour voir l'interaction entre toutes les entreprises. Est-ce que c'est clair sur le parcours? Parce que là, je suis en mode speed, parce que j'ai que 10 minutes de parole, mais si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me couper. Vous arrivez à m'écouter de loin? Parce que je parle un peu doucement. Ouais. Ok. Ça, on a parlé. Ouais. La vision globale, en fait, c'est vraiment l'essence du traitement des interfaces. C'est en ayant en fait, cette vision globale qu'on arrive vraiment à être efficace sur le traitement de ce point. Généralement, quand je pose la question aux entreprises instinctivement, on me dit, bon, bah, quand je leur pose la question, quels travaux vous allez réaliser sur cette maison-là pour avoir une rénovation performante, on me dit souvent, voilà, j'isole, je mets une ventilation, je mets une chaudière et tout. Mais c'est rare de trouver des entreprises effectivement qui parlent sur les points singuliers. Alors qu'en vrai, c'est pas en additionnant un ensemble de travaux qu'on arrive à avoir une maison performante, mais c'est plutôt aussi en traitant les points d'expertise sur lesquels vraiment on met un point d'honneur pour les respecter, notamment le traitement des ponts thermiques, traitement de l'étanchéité à l'air et la migration de vapeur d'eau. Et donc effectivement, l'ensemble de ces éléments-là, ils sont transmis aux entreprises pendant la formation, justement pour qu'ils soient armés et être prêts à les traiter sur chantier. Donc voilà, quand on parle d'étanchéité à l'air, effectivement, avec les entreprises sur la formation, il y a toute une méthodologie qui est transmise, une manière de travailler. Quand je parle d'étanchéité à l'air, l'idée c'est de réfléchir sur l'étanchéité à l'air, le plan d'étanchéité à l'air de chaque lot. Hein. Là, typiquement, sur l'isolation, sur les murs, le plan d'étanchéité à l'air qui a été pris en compte sur ce projet, c'est l'enduit existant. Hein. Sur la menuiserie, donc, il y a un plan d'étanchéité à l'air spécial avec des comprimants, un fond de joint et une membrane spécifique. Et derrière, une fois qu'on a déterminé chaque plan d'étanchéité, voir l'interaction entre ces deux plans d'étanchéité à l'air et être vigilant derrière sur les traversées de parois étanches. Donc ça, c'est une méthodologie, un exemple de méthodologie qui est transmise aux entreprises pour que ça puisse être facile pour eux et que ça puisse être assez pratique sur le terrain de l'appliquer. À côté de ça, plusieurs méthodologies sont transmises aux entreprises et des règles de bonne pratique, notamment pour traiter les ponts thermiques ou les risques de condensation. Des questions? Non? J'ai tendance un peu à aller vite, mais il ne faut pas hésiter à me couper. On prend en compte les interfaces, mais ce qui est vraiment important, c'est de les retranscrire aussi dans les devis.
hein, pour que ça soit bien clair pour tout le monde qui fait quoi, pour que derrière, on ne va pas dire bah, ah, je pensais que c'était l'autre entreprise qui était censée le faire et tout. Donc tout est retranscrit sur les devis et remis dans le planning pour que ça soit bien pris en compte. Bon. Un des outils vraiment efficaces pour traiter les interfaces, c'est la matrice des interfaces projet. Bon, là, j'ai pris un exemple d'une interface, mais on n'arrive pas à voir correctement. Donc là, c'est l'interface mur avec l'ensemble des lots. Donc c'est un ensemble de tableaux où il y a l'ensemble des lots sur chaque côté. Et on va venir indiquer les interfaces entre chaque lot. Donc là, typiquement, l'interface mur, isolation de la toiture. Donc ce qu'on va faire, on va venir isoler la tête de mur pour couper le pont thermique à ce niveau-là. On va venir travailler sur l'étanchéité à l'air du doublage en briques parce que c'est une maison dans laquelle il y a un doublage en briques. Et donc on a traité sur toute la périphérie de ce doublage-là au niveau des combles, cette partie-là d'étanchéité à l'air pour qu'il y ait une continuité d'étanchéité à l'air entre le plan d'étanchéité du plafond et celui du mur. Un exemple. Donc on va venir aussi couper les appuis de fenêtre pour effectivement avoir la même épaisseur d'isolant. Sur la partie isolation du plancher bas, on est sur une isolation périphérique enterrée. Voilà, on est sur une mise en œuvre aussi d'un drain sur certaines parties. Sur la partie menuiserie, là on a parlé au départ, aux prémices en fait, du projet. Le particulier souhaitait avoir gardé ses volets battants. Hein. Donc en fait on a préconisé des gantes déportées. Mais là du coup on va voir hein, sur la tournée, le particulier souhaite plutôt partir sur des volets coulissants. Donc du coup on a réfléchi sur un autre moyen de couper le pont thermique effectivement de la poutre qui va venir soutenir le rail des volets en mettant derrière cette poutre un isolant rigide avec une résistance thermique de 1 entre le mur et la poutre, par exemple. Voilà. Donc les fenêtres elles seront posées en nu extérieur. Donc c'est pas un retour, mais il y a un débord d'isolant sur le dormant des fenêtres, des dormants élargis du coup, de 8 cm. Donc on fait un débord de 4 cm sur le dormant pour couper le pont thermique à ce niveau-là. Et on garantit du coup l'étanchéité sur l'interface menuiserie et mur avec les éléments que je vous ai cités tout à l'heure. Pareil pour la partie ventilation et mur. Donc en fait, la particularité sur cette interface-là, c'est les bouches d'amener et d'extraction d'air. Donc il y a des traversées de parois, comme vous voyez juste là par exemple. Et sur cette traversée-là, donc il y a eu un compris-band qui a été posé. Et derrière, quand il y aura l'échafaudage, on va venir poser aussi un fond de joint pour doubler aussi la résistance à l'étanchéité à l'air de cette traversée de parois. Et je pense que c'est tout bon pour moi. On reste à l'écoute et on va faire le tour ensemble pour parler tout à l'heure. Donc je reste à votre dispo si vous avez des questions. Bonsoir, bonsoir ou bonjour à tous. Plutôt bonsoir. Alors moi ça va être très rapide, c'est juste une présentation en ce qui me concerne. Alors j'ai créé mon entreprise en 2007, l'entreprise Erialos Concept. Je vous entends pas, monsieur. Alors, il n'y a pas de micro, c'est vrai. Rapidement pour me présenter, donc je suis gérant de l'entreprise Erialos Concept. Erialos veut dire solaire à l'envers en fait, parce que j'installe aussi du solaire, thermique, photovoltaïque. J'interviens essentiellement sur des systèmes. Globalement, j'interviens sur de la ventilation, sur du chauffage et sur des systèmes renouvelables type panneaux solaires. Je partage mon temps, alors pas à peu près un quart de mon temps, à animer des formations, entre autres en particulier des animations type FIBAT, qui pour moi me semblait intéressant dans la continuité de mon exercice terrain. Je voyais le lien. FIBAT, si vous connaissez tous la formation FIBAT. Hein, en gros, on essaie d'accompagner et de former des entreprises, des artisans, pour atteindre ce qu'on appelle l'efficacité énergétique dans tout son... Oui, merci. On a des habilleuses, c'est bien. Voilà, donc je fais le lien donc, sur le terrain pour l'aspect construction. J'anime aussi des formations, pour moi c'est une continuité, pas que du FIBAT, hein, ça tend aussi sur l'audit Réno, hein, qui est une continuité aussi un peu plus large sur l'approche réellement de l'offre globale.
Et aussi dans le réseau globalement, je suis aussi adhérent CAPEB pour justement avoir encore un pied, un lien beaucoup plus profond dans le monde de la construction. Voilà. Donc sur le sujet de l'interface, je le vis à travers le terrain, je le vis parce que je l'accompagne et je l'anime à travers le programme et la pédagogie FIBAT, entre autres. Et pas que les interfaces, d'ailleurs les interactions aussi sur le chantier existent aussi. Hein. Par contre, pas à mon avis à l'échelle de CEREMA, parce que je suis vraiment qu'un acteur d'installation. Voilà globalement. Et je suis dans les Monts du Lyonnais et tout à l'heure on se croisera à travers vraiment la visite de certains systèmes qui ont été installés ici. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous, vous m'entendez là comme ça? Voilà. Donc, oui. Donc Bertrand Ducret, Société Nater, nous on est à Glaisé, on intervient sur le Beaujolais notamment, et nous sommes artisans, entreprises spécialisées dans la rénovation énergétique pour le particulier, et c'est à ce titre-là qu'on intervient sur le projet de Monsieur et Madame Ève avec Dorémy et les autres entreprises concernées sur ce chantier pour réaliser une ventilation double flux. Voilà. Donc la ventilation double flux, c'est dans l'esprit des concepteurs depuis très longtemps le parent pauvre de la rénovation. Alors, moi je me bats chaque jour pour... alors je me bats de façon très placide, très tranquille, mais j'essaye d'être persuasif auprès de nos clients pour que dans le cadre de leur projet global, de rénovation globale, notamment avec Dorémy, de maintenir le budget pour la ventilation double flux. Même si ce travail-là n'est pas très subventionné, beaucoup moins subventionné que les travaux sur l'enveloppe de la maison. Voilà. Mais alors, je ne sais pas à qui je m'adresse, il y a des professionnels ici essentiellement, s'il y a des particuliers, tout le monde sait ce que c'est que la ventilation double flux, quel est son intérêt. Tout le monde est convaincu. Donc j'ai plus rien à dire, ou pas grand-chose. Donc sur ce projet-là, si vous voulez tout à l'heure, on pourra faire un tour. Bon, j'expliquerai. La notion d'interface est importante. À chaque fois qu'on crée un tuyau quelque part et qu'on traverse une paroi, il faut se poser la question si on ne va pas traverser un plan d'étanchéité à l'air. Voilà. Donc c'est une question que chaque compagnon va se poser. Il a fallu du temps pour faire comprendre comment ça fonctionne auprès de mes compagnons pour qu'ils comprennent que les règles qui paraissent légères, puisque le geste est souvent simple, est quelque chose d'important. Voilà, c'est pas parce que le geste est simple que les conséquences sont faibles. Si on ne respecte pas le traitement d'étanchéité à l'air, on va casser le travail de toute l'équipe, puisqu'on va créer une fuite. Voilà. Alors, dans notre métier, créer les fuites, ce n'est pas vraiment l'objectif. Voilà. Donc ici, on a une ventilation double flux, donc avec une centrale Brink, avec un échangeur statique, tout simple. Alors Bertrand, après on va rentrer dans le détail sur le chantier. Alors donc, je vais trop... voilà. Okay, juste une présentation rapide de l'activité. Ah non, j'étais parti. Bon, dernier acteur. Tout à l'heure. Dernier acteur, Astrabranche. Bertrand, l'autre Bertrand, il est conduit pour l'entreprise Estrabranche. Déjà bonjour, du coup Bertrand, société Estrabranche. Alors nous on va s'occuper de tout ce qui est la réalisation de la façade. Donc on va avoir une partie, comme vous avez pu voir, qui est enterrée en polystyrène et le reste ce sera en fibre de bois. Et on a également à traiter tout ce qui est les menuiseries puisqu'on se pose en nu de façade où on a une partie d'isolation en polystyrène au niveau des tableaux. Voilà. Merci beaucoup et de toute façon on va développer tout ça sur le terrain. Allez. Donc c'est ça qui vous intéresse. Avant quand même je vous remercie déjà vous. Encore une fois je remercie monsieur et madame Ève de nous accueillir. Et bien sûr nos partenaires aussi passés, présents et futurs sans qui les 5 à 7 n'existeraient pas. Et bien sûr donc tout va être filmé, même donc chaque poste qu'on va visiter. Donc vous pourrez tout retrouver sur ecoconstruction-rhône.fr.
Donc on va s'organiser en 2 groupes. Vous avez compris que les vidéos pro réno, elles ont été faites sur des chantiers, des vrais chantiers. Là ici c'est la même chose, on aurait peut-être pu faire une vidéo pro réno justement. Donc je vous propose de s'organiser, on va faire 2 groupes. Par la suite, Madame Ève est venue vers Dorémy. Derrière, donc, il y a eu une étape de qualification et un échange téléphonique avec elle qui a été fait. Puis moi, je me suis déplacé chez elle, donc j'ai pris le temps de discuter avec elle et David, son mari, pour essayer de voir à peu près ce qu'ils souhaitent et essayer de les sensibiliser sur certains éléments. Et aujourd'hui, après des mûres réflexions sur le projet, on arrive aujourd'hui à la dernière ligne droite. Donc voilà. Donc là, super, merci. Donc, prochain hiver au chaud, donc j'espère sans à-coups. Donc là, on est sur une maison typique, alors typique, je dirais une maison en béton qui est assez répandue quand même sur le territoire. On est parti sur une isolation par l'extérieur et donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec les entreprises, lors de l'état des lieux architectural et technique, on va les questionner sur comment on va traiter l'étanchéité à l'air sur cette maison-là. Donc sur ce cas-là, vu qu'on est en isolation par l'extérieur, on considère que le plan d'étanchéité du mur, c'est l'enduit existant. Sauf que, actuellement, à l'état actuel, il n'est pas vraiment étanche. Pourquoi? Parce qu'il y a des fissures, comme vous le voyez, des trous, et tout ça ne permet pas vraiment d'avoir une bonne étanchéité à l'air. Alors, ce que les entreprises vont faire, mais tu l'expliqueras peut-être plus en détail, ils vont laver, ils vont colmater tous les trous et derrière faire en sorte en fait, d'avoir un bon plan d'étanchéité à l'air. Le menuisier derrière, pareil, il a son plan d'étanchéité qui va vous expliquer et le raccord entre les deux pour qu'il y ait une continuité des 2 plans d'étanchéité à l'air. Alors, du coup, je vais vous donner un peu la parole à tous les deux. Et potentiellement, je compléterai. Alors, effectivement, du coup, nous, ce qu'on fait au préalable avant de pouvoir... Enfin, on doit préparer nos supports. Donc, ce qu'on fait, c'est on passe un coup de Karcher sur l'intégralité de la façade avec un démoussant, un traitement antifongique si nécessaire. Ça, c'est pour s'assurer que le support est sain. En second lieu, on va avoir le traitement de tout ce qui est fissure, éventuellement passivation des fers s'ils sont apparents. Ça aussi, ça reste important. Puis après, nous, on va monter notre maison. Alors on part de notre soubassement, parce que là, sur cette maison-ci, le soubassement est isolé. Et ensuite, on monte petit à petit. Pour ce qui concerne les menuiseries, là, sur cette maison-ci, les menuiseries sont posées en nu extérieur. Donc, en fait, la menuiserie existante est déposée. L'appui de fenêtre est coupé. Et la menuiserie est mise vraiment au nu pour qu'on gagne au maximum en fait, d'épaisseur d'isolant sans pour autant avoir des tableaux qui sont trop importants. En termes de traitement d'étanchéité à l'air aux encadrements des fenêtres, on va avoir un compriband. On va avoir un petit joint acrylique en périphérie de la menuiserie en intérieur. Puis par-dessus, on a une bande EPDM qui vient finir l'étanchéité. Donc ce sera posé tout en périphérie. Comment ? À cheval sur la menuiserie et sur la façade. Tout à fait. Ensuite, pour ce qui est de la pose en elle-même de l'isolant, donc comme je disais tout à l'heure, on est sur une base polystyrène en soubassement et sur une base fibre de bois, pardon, sur les parties supérieures. Pourquoi fibre de bois ? C'est une exigence, c'est une démarche effectivement du client. Il y a aussi une volonté, la fibre de bois, l'avantage c'est qu'en termes de déphasage, on a un meilleur confort en fait, thermique l'été. C'est la petite plus-value en fait sur la fibre de bois. Par-dessus, donc en fait c'est un système qui est chevillé, collé et chevillé. Donc là, la petite particularité en fait de ce support-ci, c'est que la granulométrie en fait du support existant, on est sur un support qui est
avec en fait des écarts d'épaisseur assez importants. On arrive sur du 2 cm à certains endroits, enfin du plus 2, moins 2, grosso modo. Donc comment est-ce que nous on va poser notre isolant? On va d'abord appliquer une couche de colle sur tout notre support, donc c'est-à-dire notre fibre de bois, et après on va les coller par plot. Donc on monte, on fait notre calpinage, si vous voyez comme ça, et après par-dessus, nous on vient les cheviller dans la maçonnerie. Donc on a des chevilles à frapper qui sont prévues à cet effet-ci. Par-dessus cette... Juste avant, l'isolant, vous le collez en plein, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. On colle en plein, ouais. Donc, je ne sais pas si j'ai été assez clair. Je sais pas si vous savez, il y a plusieurs manières, en fait, il y a plusieurs façons de coller un isolant. Généralement, il y a 3 façons. Il y a soit, en fait, on met des plots, hein, on vient coller. C'est des plots qui sont directement sur l'isolant. Un plomb d'enduit, hein, un plomb d'enduit sur l'isolant et on vient coller après cheviller. Soit on met un boudin périphérique, on vient coller. Soit la meilleure technique et celle qui permet vraiment de parier à tout défaut d'étanchéité sur la paroi, c'est de coller en plein. Donc c'est-à-dire qu'on vient mettre l'enduit sur toute la surface de l'isolant. Du panneau. On va venir coller derrière avec 5 fixations sur chaque isolant. Alors là même, on va faire double travail entre guillemets, parce qu'on va coller en plein, puis par-dessus on va réaliser des plots, pour pouvoir pallier justement à ces différences d'aspérité. C'est ça. Voilà. En fait, l'enjeu c'est qu'il n'y ait pas d'infiltration d'air par-dessous et sur les côtés, ce qui impactera justement la performance de l'isolant. Donc l'idée c'est que vraiment aucun air ne rentre derrière l'isolant. Alors une fois que nous on a pu coller et cheviller notre isolant, nous ce qu'on vient faire, on vient réaliser une première couche de colle et ensuite par-dessus on a une armature, c'est un treillis en fibre de verre qu'on revient coller, puis après on réalise une fois la finition. Voilà. Alors, si je peux encore ajouter des choses, donc souvent je vois sur certaines ITE hors Doremi, on isole, on est arrivé ici, on isole ce côté et on laisse. Donc là, on a prévu, donc les dauphins ils sont là, on va décoller les descentes d'eau pluviale, on arrive à remonter. Bien sûr, sur les côtés, l'isolant il sera en quinconce, hein, pour qu'il n'y ait pas de fissure. L'isolant il sera posé aussi en L sur la fenêtre pour que justement qu'il n'y ait pas de fissure. Et derrière en fait on va venir enlever. On suit la pente. Voilà, on suit la pente et on va découper une frisette là qu'on voit pour remonter l'isolant, pour histoire de couper le pont thermique sur le nez du mur. Voilà, donc on a découpé aussi les grilles là, effectivement, pour qu'on puisse travailler convenablement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, merci. Justement, je me suis dit, voilà. Donc, les occultations, il y a David qui est là, mais je peux parler à cette voix. Je prends trop de place peut-être. Donc, en fait, on part. Du coup, Madame Eve nous a fait un changement, un peu d'avis. Au départ, on était sur, vous vouliez garder les volets battants existantes. Oui, mais on ne voulait pas de store roulant. C'est ça, de volets roulants. On ne voulait pas de PVC. C'est ça. Et conserver les boiseries, enfin les volets traditionnels. Quitte à les réadapter, c'est ça. moyennant de les décaper, de les repeindre. Exactement. Voilà. Effectivement, on est... Alors, si. Ouais, on le fait. Effectivement, donc du coup, on est dans une démarche réemploi pour garder les mêmes volets et tout. Et en fait, du coup, là, ils sont partis sur une solution de volets coulissants. Donc, j'imagine que vous voyez le système. Donc, l'idée, c'est de fixer les rails de ce volet coulissant sur une poutre en bois. Hein. Cette poutre de bois, elle sera fixée sur la façade, mais entre la poutre et le mur, il y a un isolant rigide qui sera posé entre la poutre et le mur pour couper le pont thermique justement lié à ce morceau de bois, cette poutre-là. Et donc avec une épaisseur à peu près de 2 cm et demi, 3 cm, ce qui équivaut à une résistance thermique de 1, ce qui permet de couper le pont thermique à ce niveau-là.
Donc voilà, ça fait partie. Merci d'ailleurs pour la question parce que j'ai complètement. Bon, mais globalement, si On regarde ces volets-là. voilà. Donc s'ils voulaient les garder en mode battant, à ce moment-là, on aurait pu faire soit des gandes déportées, mais qui sont fixées du coup toujours sur la façade. On aurait pu aussi utiliser des gandes à rupteur de pont thermique. Il y a pas mal d'acteurs qui en produisent. Voilà, donc sur la partie... Ouais. les offices, Après, il y effectivement. a une multitude de systèmes qui existent, que ce soit des cubes ou des systèmes qui, eux, sont... Enfin, du coup, les cubes... je ne sais pas si je peux dire les marques, mais... des cubes qui existent et qui sont prévus à cet effet, ou sinon, il y a des systèmes de report de charge qui sont carrément à positionner sur les gonds. Voilà, mais par contre, si on travaille sur des gandes déportées, il faudra retravailler un peu les volets, il faudra les redécouper un peu pour qu'ils puissent un peu rentrer parce qu'effectivement la largeur du coup du dormant sera plus le même, quoi. Et du coup, pardon, c'est vrai que ça nous avait un peu freiné, sachant que c'est le tout des volets C'est ça. d'occasion, seconde main, les reprendre un à un, c'était énormément de travail. Ouais. Et il y avait aussi le coût de tous les gonds déportés. Effectivement. Alors ouais, c'est vrai que c'est un coût entre 50 et 70 € à peu près, 100 € Le quoi? le gond. Juste le plot? Ouais, le plot, ouais, c'est à peu c'est à près peu autour près de ça. ça. C'est 50-80. Donc c'est limite le prix d'un volet roulant, quoi. Donc, et on est toujours dans une démarche, si on peut réutiliser l'existant, pourquoi pas, mais effectivement, ça nécessite quand même un travail par les menuisiers, parce que par exemple, s'il faudra redécouper les choses et tout, des fois c'est un peu compliqué. Ici, c'était compliqué. Voilà. Donc la solution de Madame Ève était Non, mais assez... c'est pas moi. Hein, Non, ça, c'était plutôt... En fait, c'est les mêmes volets, mais ça devient des volets. Oui, ça va devenir. C'est ça. Avec un rail du coup que j'ai... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus en fait On pourrait rajouter, donc je représente l'agence locale de la transition énergétique du Rhône, donc le dispositif France Rénov qui accompagne les particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement. Donc dans le choix de l'isolation thermique par l'extérieur, particulièrement sur la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône, en fait il y a des aides locales qui viennent aussi aider aux choix techniques qui peuvent être faits. Et il y a un bonus quand on utilise des matériaux biosourcés. Donc il y a déjà, c'est un système à points en fonction des solutions techniques qu'on va mettre en œuvre. Il faut mettre un minimum de 50 points pour pouvoir être éligible aux aides. Après, il y a en fonction des revenus. Et après, il y a des plus-values en fonction des matériaux mis en œuvre. Donc ça peut être aussi, ça peut être pour vous un levier pour inciter les particuliers à utiliser ce type de matériaux. Nous, ça nous a été présenté dès le départ comme ça. Et je crois qu'on l'aurait quand même fait. On voulait le moins de plastique possible dans l'ensemble. Mais c'est vrai que ça compte. Ça compte beaucoup. Ça a beaucoup compté. C'est une part assez importante quand même de votre plan de financement. C'était un financement à hauteur de 15 000 € quand même. Donc le territoire a financé ça et ça vous a permis quand même de boucler votre plan de financement. Ouais. Du coup, ça vous a permis effectivement de boucler votre plan de financement. Pour information aussi, ce n'est pas la seule collectivité qui a ces dispositifs d'aide EcoPass. Il y a plusieurs dans le Rhône. À chaque collectivité, c'est différent, mais l'EcoPass en particulier, il est un peu sur les mêmes manières de fonctionner. Ouais. Mais ce que je cherche, je pense que c'est l'AGLO qui finance le plus parmi les autres. Donc ceux qui habitent à Villefranche, ils sont bien chanceux. Et d'ailleurs, merci Madame Sarrazin, du coup, qui est ici présente, de continuer d'appuyer justement ce dispositif. Et voilà, le message aussi derrière, donc les milieux aussi qui travaillent à la LTE 69, c'est avoir une bonne connaissance des aides locales. Ça va vous aider à porter des projets plus loin dans la performance énergétique. Et nous, on est là pour vous accompagner là-dedans, à connaître, à vous donner les ressources et à vous épauler pour connaître le montant et le fonctionnement des dispositifs. Et on est gratuit, neutre, indépendant, on est un service public. On est le service public. C'est clair que l'accompagnement de la LTE est vraiment indéniable en fait, et primordial sur tous les secteurs du Rhône. Et du coup, nous on fait pareil, en fait, on essaye d'inciter les particuliers à d'abord aller vous voir, et après en second qu'ils passent entre nos mains. Est-ce que vous avez des questions encore techniques? Parce que les 5 à 7, normalement c'est assez technique, donc moi je... Par rapport au balcon,
Alors, très bonne question, effectivement. Donc, ça va être isolé. Dans une rénovation globale, on essaye de traiter le maximum de ponts thermiques. Mais par contre, il faut que ça soit aussi réaliste en matière de rapport aussi gain d'énergie et coût à la réalisation. Donc, des fois, quand on peut le traiter, on le traite. Là, d'ailleurs, ça a été traité. Là, on va traiter effectivement l'isolation, enfin, sur cette zone-là, oui. Ouais. Donc, il y aura une isolation sur la face, par-dessous. Mais par contre, par-dessus, c'est un peu compliqué, effectivement, parce qu'il y a les fenêtres, il faudra rehausser et tout. Mais effectivement, le balcon sera traité. Le balcon, il est très important à traiter. S'il était directement en façade, sans débord de toiture, et que c'était un mur fermé comme ça, on ne l'aurait pas isolé en sous-face. On ne l'aurait pas isolé en sous-face parce qu'il y a un risque de fissure, un risque d'endommager la structure. Hein, parce que du coup, l'isolant qui est en sous-face, il va retenir toute la chaleur et le froid qui est tapé sur la dalle et ça va finalement dégrader. Et c'est un risque structurel en fait sur la plateforme. Donc on n'isole jamais une toiture terrasse en sous-face, plutôt en surface. Le débord de toiture reste comme il est là. Le débord de toiture reste comme il est, juste avec une frisette qui sera démontée, avec un isolant qui sera remonté, mais on a assez de débord de toiture là pour accueillir une ITE. Dans certaines conditions... Pardon ? On a 140 de polystyrène. Alors, en fait, le polystyrène, c'est juste le bas. Sur le haut, on est sur 180 en fibre de bois. 180. 180 en fibre de bois. Hein. Ouais. Du coup, pour revenir à ta question, sur certaines maisons, sur certaines façades, on n'a pas assez de débord de toiture, mais ça n'empêche pas qu'on puisse quand même isoler et recouvrir l'isolant avec une couvertine. Voilà. Encore faut-il que les ABF l'acceptent. Alors les appuis, oui. Ouais. En fait, ils sont coupés. Ouais. Ils sont coupés justement pour avoir la même épaisseur d'isolant, hein, pour qu'il n'y ait pas de performance qui soit dégradée sur ce point-là. Toujours au niveau de l'occultation, on a un problème de garder la même épaisseur d'isolant si on est en volet roulant, en BSO ou... Ben effectivement, mais justement, des fois on est sur du 180, mais on a des fenêtres qui sont assez grandes, donc des volets qui sont plus épais, donc des fois on est obligé de passer en 200, pour des raisons un peu esthétiques aussi, hein, parce que le particulier souhaite que le volet soit encastré. Et donc dans ces conditions, on part sur du 200, mais on encastre effectivement le volet, hein, que ce soit un volet isolant ou pas, donc c'est un volet roulant, mais derrière toujours, on met... On garde une faiblesse à ce niveau-là. Alors, pas une faiblesse, mais on coupe le pont thermique quand même, en mettant un isolant entre le volet et la maçonnerie. Ce qui est fait systématiquement sur... On a une porte-fenêtre qui fait 2,30, on a un coffre de 180, ça fait isoler beaucoup. Si on met un isolant derrière le coffre... Bah, on arrive à avoir une épaisseur d'isolant de 200 mm. Ouais. On arrive quand même à voir, comme il a dit... Ou davantage. Ouais. Mais quoi qu'il en soit... Suivant l'épaisseur du... En fait, nous, on se met en fonction aussi du caisson, quoi. En fait, on le fait jamais sans couper le pont thermique à ce moment-là, parce que si on ne le fait pas, à la longue, c'est un pont thermique, donc c'est le seul endroit où le froid va passer, où l'humidité peut se condenser, et donc il y aura l'apparition des moisissures à long terme. Donc du coup, c'est hors de question, en fait. Du coup, c'est non conforme à notre référentiel qualité, le fait de poser des volets roulants sans couper le pont thermique à ce niveau-là. Donc on tient vraiment à le faire et on le fait systématiquement. Je passe sur le chantier, je vois que ça n'a pas été fait, ben, ça sera déposé et reposé derrière avec un isolant derrière. Ouais. Bah non, je tape pas sur le doigt, mais ça fait partie. Une telle façon de coller en fait l'isolant. Bon, en fait, déjà en fait là, on est sur une technique d'ITE chevillé collé, mais il y a d'autres techniques d'ITE. Ça je sais, voilà. Mais vous avez parlé soit en plein ou en bout. Ouais. Donc qu'est-ce qui fait et ben, en fait, tout dépend la qualité du revêtement. Oui. Donc s'il est trop rugueux comme actuellement, à ce moment-là, on favorise du plein. S'il est moyennement rugueux, plutôt des plots. Si la façade est vraiment sans trop de fissures, sans trop de bouches, on peut aller sur... alors, les plots, on le fait rarement, mais c'est presque jamais, mais c'est plutôt en boudin ou en plein. Voilà. C'est ce qu'on préconise. Et là, du coup, comment s'est passée l'articulation entre toi, avec Dorémy, les deux entreprises concernées pour cette partie-là? À quel moment vous vous réunissez? À quelle fréquence? À quel moment vous discutez? Et les deux villes, merci. Merci. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été clair si tu me poses la question. Je n'ai pas de souci, je répète. Et donc, en fait, après l'étape qualification, hein,
où on accompagne le particulier vraiment à faire mûrir son projet, à avoir une réflexion sur ce qu'il souhaite. On organise ce qu'on appelle un état des lieux architectural et technique, où il y a le groupement, donc tous les lots. En l'occurrence, il y avait le façadier, le menuisier, le ventiliste. Et on discute. L'expert, moi, j'étais avec eux, je les questionne sur comment on va traiter l'étanchéité à l'air, comment on va traiter les ponts thermiques ou la jonction entre deux plans d'étanchéité à l'air. Donc à ce moment-là, ça c'est indiqué. On a notre matrice des interfaces que j'ai présentée tout à l'heure qu'on remplit. Et donc chacun retranscrit ça sur ses devis. Donc ils vont faire leurs devis, ils vont nous les envoyer. On a une lecture là-dessus, une première lecture là-dessus pour vraiment valider que ces interfaces-là sont bien présentes sur les devis, qui sont pris en compte. Et derrière, on organise une remise d'offres pour le particulier pour lui présenter l'ensemble des devis qu'on a réalisés. Par la suite, sur l'étape, une fois que le projet est validé par le particulier, par l'ANA, par la collectivité, à ce moment-là, on organise un rendez-vous de début de chantier où on établit un planning de chantier et dans ce planning-là, on va parler des interactions. Hein. Donc toi, tu vois l'électricien ou la personne qui va s'occuper de l'isolation, par exemple, de la toiture, des combles. Et ben en fait, elle doit d'abord consulter le ventiliste, en l'occurrence, là il y a une double flux, pour qu'il pose d'abord ses gaines et que derrière, il va avoir le gars qui va souffler sur justement les gaines pour que ce soit des gaines isolées. Hein. Donc du coup, ça nécessite, dès le départ du projet, d'indiquer dans le planning les différentes interfaces pour que les entreprises puissent s'organiser et que ce soit fluide sur le déroulement de projet sans à-coups. Hein. Donc l'idée, c'est d'être vigilant sur ça. Et moi, comme expert, je suis là pour justement valider que ces éléments-là soient bien pris en compte. Derrière, tout au long du projet, on est sur un suivi qualité. Ce n'est pas de la maîtrise d'œuvre, mais sur un suivi qualité où j'ai des passages sur le chantier en fonction de l'évolution du chantier pour voir en fait comment c'est avancé, est-ce que ce qui a été écrit sur le devis a été fait, et on organise à mi-chantier un test d'étanchéité à l'air pour voir effectivement s'il y a des défauts d'étanchéité, avant la fin du chantier pour qu'on puisse les résoudre justement avant que ça soit fini, quoi. Et bien sûr à la fin je repasse derrière pour contrôler que ça a été fait et accompagner les entreprises justement à évoluer sur ça. Parce qu'il y a l'étape formation dont on a parlé tout à l'heure, mais vraiment l'essentiel c'est sur le terrain. Et donc les entreprises, justement, c'est un apprentissage continu. Donc moi aussi j'apprends d'eux parce qu'il y a des choses que je ne connais pas. Et effectivement, il y a une transmission de notre savoir-faire acquis depuis 20 ans sur la rénovation performante et qui permet justement d'avoir des maisons anciennes, mais BBC, avec un niveau d'étanchéité à l'air qui équivaut à celui des maisons neuves. Voilà. Du coup, moi, j'ai une question sur la partie planification. Parce que c'est vrai que souvent quand on part sur des rénaux globales comme ça, on essaye de profiter du moment de l'achat. Ouais. Ici j'ai l'impression que monsieur et madame Eve sont ici depuis quelques temps. On est en travaux en milieu occupé quoi. Comment vous coordonnez ça avec le client final? Ben justement, c'est le planning, il est organisé avec eux. Il est fait avec eux. Donc quand on le fait, on est ensemble. On vient ici, on fait un rendez-vous de début de chantier justement avec toutes les entreprises, le particulier. On discute avec eux. Est-ce que là, on est sur une isolation par l'extérieur, donc finalement ça n'impacte pas beaucoup. Impactant, ouais. Mais quand c'est une isolation par l'intérieur, je ne sais pas qui faisait ça, il y a 2 secondes qui ont parlé. Bref, donc à ce moment-là, effectivement, il y a une organisation qui est faite avec le particulier pour que ça puisse être le moins lourd pour lui. Bon, là, sur les menuiseries, le moment où vous allez passer sur les menuiseries... Alors les menuiseries, il arrive, il dépose, il repose. Hein, donc ça n'impacte pas trop le client final. Quoi. Non, de toute façon, nous on part du principe, une menuiserie déposée et une menuiserie reposée. Ouais. On n'enlève pas tout, la maison est ouverte, surtout quand elle est habitée. Quoi. Ouais. Puis c'est bien connu à l'avance des dates bien sûr, bien sûr. Comment? C'est une dépose totale. Là oui, c'est dépose totale, puisqu'après on revient en une façade. Alors c'est bien que vous avez posé la question. On essaie de privilégier effectivement une dépose totale sur tous nos projets, mais ça arrive des fois qu'on puisse aller sur une pose en réno, mais par contre on est vigilant sur l'étanchéité du dormant existant et la maçonnerie et du nouveau dormant sur l'ancien dormant. Hein. Donc c'est dans ces conditions-là.
Ça arrive, on arrive à le faire avec des tests d'étanchéité à l'air très performants, mais par contre, grosse vigilance sur ces points-là. Donner aussi suffisamment de matière pour les retours. C'est ça. Alors, effectivement, sur certains cas, ouais. Oui, exactement. Donc, on ne proscrit pas la pose d'un réno, mais on peut l'autoriser sous condition vraiment de traiter l'étanchéité à l'air à chaque niveau. Alors, on n'est pas fermé complètement à ça, mais si on le fait bien. Et l'intérieur, il n'y a pas d'aménagement intérieur qui est refait. Non, il n'y a pas eu d'aménagement intérieur. Ce qu'on a fait. Alors, par contre, les passages de réseau, le passage de réseau VMC, il y a eu des carottages qui ont été faits et tout, mais on a fait en sorte que ça soit fait sans trop. Voilà. 1974. Il n'y a rien là sur l'existant, aucun doublage, rien du tout. Intérieur, Alors, il y a un doublage en briques existant, mais du coup, qu'on a traité l'étanchéité à l'air en périphérique des combles, pour éviter qu'il y ait de l'air qui rentre entre ce doublage-là et s'infiltre à travers des prises ou autres. Du coup, on a couvert ça en doublage avec un gros boudin. Et finalement... Les réseaux, pardon, sont passés où derrière ou devant la brique? Les réseaux, elles sont déjà existants. Hein. Réseau ELEC. Ouais. Non. Il n'y a pas eu de travaux sur la partie chauffage. Donc nous, on a conservé la chaudière, on a juste condamné la partie fuel. Alors, si je peux me permettre, tu prends un peu de l'avance. Oui, c'est l'autre. Tu t'es trompé de groupe. Mais effectivement, c'est ça. C'est une très belle transition. C'est le moment de faire un maître de question. Ouais. Au niveau comble, il n'y a rien de prévu, au niveau isolation. Si, il y a alors pas de la toiture, mais des combles perdus. Ouais. Donc effectivement, on a d'abord fait passer les gaines de ventile. Ouais. On les a fixés, après on a soufflé 40 cm de watts de cellulose, justement pour couvrir ces réseaux-là et permettre vraiment d'isoler derrière. Et comment se passe le traitement d'étanchéité à l'air au niveau du jambage justement dans le comble, parce que là, donc les voliges sont déposés. Alors pas tout, hein, juste mais ouais. les chevrons restent en place. Non, oui. Oui. Autant de points de pénétration. Alors, vous parlez de pont thermique ou de pont thermique. Donc là, en fait. Thermique et étanchéité à l'air. Parce que, ouais. De toute façon, effectivement, l'étanchéité à l'air, il y a une petite faiblesse au niveau de la tête de mur, parce qu'à un certain moment, le plan d'étanchéité du plafond, c'est l'enduit existant. On a pris l'enduit existant en plâtre, c'est le plan d'étanchéité. On a venu, je ne sais pas si ça a été fait encore ou pas, mais tout ce qui est arrivé, les lumières, ça a été fait, donc c'est traité. Donc quand on voit l'étanchéité à l'air, l'idée c'est d'avoir un stylo, on suit le plan, et l'idée c'est de ne pas soulever. Et dès qu'on soulève, c'est qu'il y a un défaut d'étanchéité. Donc là, effectivement, le seul petit défaut, donc là on est sur tout le plafond, il y a le boudin entre le doublage en brique et le mur, et effectivement le petit défaut est sur la tête de mur. Ce qui aurait été parfait, c'était d'enduire l'ensemble en fait, de la tête de mur et le haut justement pour qu'on puisse avoir une réelle continuité. Mais là en fait du coup c'est des coûts qui sont... Après le particulier s'il est motivé à le faire, pourquoi pas, mais en tout cas on l'informe justement de ça. Et pour la jonction du coup pour le pont thermique, et ben en fait l'isolant il monte jusqu'à la tête du mur, hein, jusqu'au haut du mur, le haut du mur, et les 40 cm, ils arrivent vraiment jusqu'à la tête du mur. Donc là, je ne vais pas recommencer ma présentation, mais je vais juste partir directement sur le projet, sa nature et les choix techniques qui ont été retenus et proposés d'abord au client et retenus en collaboration entre Doremi, le client et les entreprises. Sachant que les solutions retenues concourent toutes par leur présence, par ce choix-là, à atteindre un objectif de consommation d'énergie le plus bas possible et si possible les 50 kWh par mètre carré par an. Voilà, c'est ça l'objectif. Alors Doremi propose aux prospects, les gens qui sont intéressés par une rénovation globale, performante, des solutions techniques qui ont été inventoriées, calculées,
solutions techniques qui vont consister tout simplement à cataloguer les bonnes solutions en fonction de l'objectif à atteindre. C'est-à-dire, si on veut atteindre un objectif de 50 kWh par mètre carré par an, alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous allez être obligé de réaliser une isolation thermique par l'extérieur de telle épaisseur, dans tel matériau, avec un autre matériau avec une épaisseur plus importante. Vous allez être obligé de mettre des menuiseries qui vont atteindre telle performance, de telle classe. Vous allez aussi être obligé, pour être très performant, d'installer une ventilation double flux. Voilà. Et ces trois solutions-là, ces trois lots-là, ont été retenus par Monsieur Eve, notre client, qui a choisi de rénover sa maison. Donc c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. Moi, plus particulièrement, je me suis occupé de la ventilation double flux. C'est le cœur de notre métier. Donc la ventilation double flux, il faut déjà bien la dimensionner. Voilà, on est obligé de respecter un certain nombre de règles avec la RE 2020, mais qui s'applique essentiellement aux neufs. Mais nous, on a décidé d'appliquer les mêmes règles, les mêmes contraintes à la rénovation. Voilà, donc c'est-à-dire que en fonction de la taille du logement, on va fixer les débits de renouvellement d'air pour la cuisine, pour la salle de bain, pour les WC, s'il y en a un, s'il y en a deux, voilà. Donc ça, c'est ce qui sert de base au dimensionnement, si vous voulez. Par pièce, du débit de renouvellement d'air. Mais ensuite, bien entendu, il faut traiter la globalité. Et là, on a une méthode qui est toute simple, qui est celle de prendre le volume et d'appliquer un coefficient pour déterminer un débit nominal de renouvellement. Et c'est ce débit nominal qui va nous servir à déterminer la taille de notre centrale. Voilà. Ensuite, bien sûr, charge à l'entreprise de réaliser un plan d'exécution et de lister les travaux sur un tableau synthétique de façon à ce que les compagnons qui vont réaliser le travail n'oublient rien. Et notamment, n'oublient pas de traiter les traversées de plans d'étanchéité à l'air. Ça, c'est un point très important. Voilà, alors c'est très simple dans la ventilation. Quand on a déterminé ensemble le plan d'étanchéité à l'air, ça se fait en groupe, eh bien, chaque fois qu'on va traverser cette paroi, ce plan d'étanchéité, eh il faudra appliquer un traitement pour éviter les fuites d'air. C'est des choses très très simples. En ventilation, les constructeurs, en l'occurrence ici Brink, qui est une filiale de Ubink, qui est un constructeur hollandais, il a dans son catalogue tous les éléments qui vont permettre à l'entreprise de traiter les différents sujets, notamment l'étanchéité à l'air, à l'aide de membranes prédécoupées qu'on va pouvoir utiliser très facilement sur le chantier. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire à propos du dimensionnement, un petit peu aussi en termes d'exécution. L'avantage, c'est que par rapport aux deux autres lots qui traitent l'enveloppe, la menuiserie, je répète, et l'isolation thermique par l'extérieur, nous, on travaille un petit peu en autonomie. On n'est pas très dépendant de l'exécution des ces deux autres lots. Donc, c'est un peu plus facile, je dirais, pour nous, pour intervenir sur ce type de chantier. En principe, on fait deux interventions. Une où on va faire toute notre installation, préparer le test d'étanchéité à l'air, qui est indispensable en cours de chantier, qui se fait toujours quand on a traversé les parois, traiter l'étanchéité à l'air à la traversée de cette paroi, si c'est le plan d'étanchéité, et lorsque les menuiseries ont été installées. Voilà. Et là, on peut faire le test d'étanchéité à l'air. Et on corrige, c'est la méthode qu'on applique chez Doremi, et on corrige les fuites que l'on constate lors de ce test qu'on appelle N50. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Donc voilà, donc en gros, pourquoi on a fait ce choix-là? Et encore une fois, je pense qu'il faut insister, il faut surtout pas comparer une simple flux et une double flux, ça n'a réellement pas la même fonctionnalité, quoi.
On parle de ventilation, il faut ventiler. Nos maisons, forcément, changent de figure, hein, on les isole, on change les menuiseries. La menuiserie, la VMC, c'est une interaction à 100%. Donc voilà, ensuite on passe au stade suivant, c'est pourquoi on fait ce choix-là. Il ne faut pas comparer les coûts, parce que forcément, si on raisonne coûts, si on raisonne sur le plan économique, on ne parle pas de la même chose. Mais par contre, d'avoir fait ce choix-là, c'est réellement parce qu'il y a vraiment une volonté, peut-être tout simplement parce que l'enveloppe, globalement, n'est pas très performante. Auquel cas, le choix d'une double flux, c'est pas déconnant dans la mesure où on peut la faire travailler en surpression, pas forcément en dépression systématiquement. Vous voyez, comprenez un peu le principe. Ça peut être aussi ce choix-là, comme ça peut être aussi un choix sanitaire. On est en zone radon et le radon, on ne le veut pas s'accumuler, on ne veut pas qu'il s'accumule dans l'habitat. Du coup, il faut l'empêcher d'entrer et forcément la double flux permet effectivement de résoudre ce problème. Voilà, globalement, c'est pour rajouter un petit peu les choix, quoi. Au niveau consommation, alors, il y a deux aspects. Constructeur, la double flux, ça a un impact énorme. On revient sur une simple flux parce qu'il faut compenser sur beaucoup d'isolants autrement. Alors c'est au détriment peut-être de l'aspect, je dirais, sanitaire. Souvent le choix de la double flux, quand bien même en termes de consommation, effectivement, si la maison est très mal isolée, ça va jouer sur la consommation, ça c'est sûr. Voilà. Ceci dit, parfois, alors il y a eu moi j'ai eu des chantiers, en fait le choix de la double flux c'était surtout parce qu'il n'y avait pas les moyens de travailler l'enveloppe. Et donc le choix s'est porté sur une double flux, justement pour compenser simplement ce défaut d'enveloppe. Pour ensuite, par la suite, effectivement, améliorer l'enveloppe une fois les finances et reprogrammer, reparamétrer la machine pour qu'elle fonctionne différemment. Voilà, je vous donne un exemple de choix, par exemple, hein, qui a bien fonctionné. Et sinon, souvent, c'est parce que confort d'été, je cherche le confort d'été. Et le confort d'été, en fait, avec la double flux, c'est par rapport à la simple flux, on peut pas les comparer, quoi. Alors, une maison comme celle-ci, où on a des pièces qui gardent la chaleur, enfin qui gardent la fraîcheur, pardon, l'été, c'est dommage de mettre une simple flux parce qu'au final, on ramène de la chaleur de l'extérieur alors que la maison en elle-même garde la fraîcheur. La double flux, elle a cet avantage, c'est qu'on peut la contrôler, on peut lui dire de ne pas travailler quand il fait chaud. Et puis de toute manière, il n'y a personne, les adultes sont au travail, les enfants sont à l'école ou peut-être en vacances. On peut la programmer, la paramétrer, on peut mettre des sondes extérieures, on peut faire des détecteurs de monoxyde de carbone, etc., de CO2. C'est des machines intelligentes. Une simple flux, on est en dépression tout simplement, quoi. On a un poêle dans l'habitat qui prend l'air dans l'habitat. Bien entendu, la double flux, surtout si vous la programmez, la paramétrez en surpression, va résoudre totalement la problématique. Vous mettez une simple flux avec un poêle qui prend l'air dans l'habitat, c'est même plus une faute, c'est du pénal. C'est pour ça qu'on va plutôt s'orienter sur, à la rigueur, une gros de type A. Pas forcément de type B, ou sur de l'auto-réglable, pour éviter effectivement des conséquences, des risques. Vous voyez, donc en gros, effectivement, c'est peut-être énergivore, mais tout dépend comment on récupère aussi la chaleur gratuite. Les études, voilà. On avait tenté en BBC, on a fait ça, on a fait ça en couplant sur le puits canadien, et en définitive, ça passait pas. Donc quand on est passé en RT12, oui. On a abandonné complètement la... Oui, je trouve ça dommage. Alors, moi, je ne fais pas de... Oui, oui. C'est des ratios d'équilibre. On parle de kilowattheure de consommation globale sur une maison, ouais. Parce que la double flux, je vois pas quel est son impact sur les kilowattheures thermiques. Moi, je connais son impact en termes de réduction, parce que il y a quand même quelque chose d'important. On parle d'économie d'énergie, mais la ventilation, son premier rôle depuis 1969, c'est le règlement sanitaire départemental, c'est de renouveler l'air des logements. Donc on a commencé, je vous apprends rien, c'est votre job. Voilà, alors on n'est plus en 1969, hein, bien entendu, mais le deuxième rôle aujourd'hui de la ventilation double flux, c'est le confort. Le confort et la santé. Parce que la ventilation simple flux, vous ne traitez absolument pas les particules qui rentrent dans la maison, elles rentrent telles quelles, hein. Elles ne sont pas filtrées. Aujourd'hui, avec une ventilation double flux, vous filtrez. Et puis vous améliorez grandement, tu l'as dit, le confort d'été. Et les pertes en hiver, eh ben, de toute façon, vous avez maintenant du matériel qui a un super rendement. Vous perdez de toute façon beaucoup moins
qu'avec la simple flux, avec des débits qui sont mieux maîtrisés. Alors, on n'a pas des retours d'études parce qu'on est plutôt installateur. Alors moi j'ai plutôt des retours en fait réels de mes clients, quoi. Et clairement la double flux, on l'approche vraiment sur le côté confort d'été et surtout sur la QAI, quoi, sur la qualité d'air intérieur. C'est essentiellement pour cette raison qu'on vient nous chercher en réalité, quoi. Et encore une fois, ça peut être aussi une machine intelligente. On peut lui mettre n'importe quelle sonde, on peut détecter, on peut travailler, on peut sur le CO2, sur les COV, sur les formaldéhydes, sur enfin tous les polluants qui existent aujourd'hui. On en a la connaissance, donc on peut avec ces machines-là pouvoir au moins les réduire, quoi. On réduit aussi pas mal les déperditions, enfin les consommations de chauffage. Alors, voilà, c'est vrai que la double flux, même depuis la RT 2012, on l'approchait un peu difficilement, on continuait à la mettre dans les combles, on mettait aussi du tuyau souple, enfin on faisait n'importe quoi. Aujourd'hui, je pense que c'est assez mature au niveau des installateurs et puis même des fabricants. On sait écarter ce qui ne marche pas et clairement, il faut l'aborder sur d'autres thèmes que sur le coût, j'ai pas relevé de problématiques de coût, de surcoût. C'est souvent. Oui, oui. Alors c'est peut-être un frein volontaire, c'est possible. Hein. Non, mais en fait, les calculs ils sont réalisés en énergie primaire. Donc en fait, un kilowattheure électrique, vous savez bien, il consomme plus d'énergie primaire qu'un kilowattheure de. Alors, de gaz, par exemple. Effectivement. En fait, c'est là que vous êtes pénalisé, c'est-à-dire que. Il y a de la récupération de chaleur, on consomme moins sur la ventilation. Par contre, en fait, le kilowattheure électrique des ventilateurs, par rapport à une simple flux, ça consomme un peu plus. Oui, là où il y a peut-être une consommation. Parce qu'on parle de. Par contre, on est d'accord sur le gain de qualité d'air n'est pas le même. Il y a deux moteurs. Il y a deux moteurs, donc un pour l'aspiration, un pour le soufflage. Donc forcément, déjà sur le principe, bien souvent on a un débit supérieur avec la double flux. Et puis deuxièmement, effectivement on double par rapport à une simple flux, ça porte bien son nom. C'est le coefficient énergie finale, énergie primaire en France qui est pénalisant sur l'électricité. Ouais. Quand bien même il soit plus à 2,58, il est plutôt à 2,30 parce qu'effectivement on va mettre une part d'énergie renouvelable pour réduire ce coefficient de majoration. C'est vrai, c'est clair, hein. Et puis la double flux c'est électrique, donc forcément on a cette pénalité. Voilà. Ceci dit, on a plutôt plus relevé du gain qu'un côté négatif sur la consommation. L'autoréglable, c'est quasiment 75% de sa consommation. L'hydroréglable, c'est 50%. La double flux, on est encore en dessous, quoi. D'accord ? En intégrant le fait d'avoir récupéré effectivement de l'énergie qu'on n'a pas jetée, quoi. D'accord ? Et là, l'idée, en fait, je ne veux pas défendre les marques, hein, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire que effectivement, la simple flux, je travaille en dépression, uniquement en dépression. S'il fait chaud, je fais rentrer le chaud, alors que ma maison peut garder le frais, c'est dommage. Et s'il fait froid, de toute manière, je vais faire rentrer le froid, alors qu'il va falloir que je compense en chauffant. Donc finalement, sur les projets, systématiquement, la simple flux, quand elle s'impose, en hydro B, hein, par exemple, hein, c'est automatiquement, à un moment donné, l'association avec une clim. Alors que généralement avec la double flux, c'est très rare d'avoir cette association-là parce qu'on arrive à avoir quelque chose, des machines qui fonctionnent bien et aussi un paramétrage. Parce qu'une double flux, en fait, elle s'adapte au contexte, en fait. C'est pas systématique la même chose. Donc quand on a effectivement un logiciel qui nous calcule une double flux et puis on considère que toutes les maisons sont identiques, forcément ça ne peut pas marcher à un moment donné, quoi. On aura toujours le même résultat. Et si c'est... sur Bertrand ou d'autres qui installent des doubles flux, en règle générale, il n'y a pas un contexte identique à un autre. Là, le choix de Brink avec ce développement-là, il a été étudié en fonction de cette maison-là, quoi. Moi, j'ai mis d'autres machines type Zender, Système R ou Dentherm ou peu importe. Clairement, j'ai jamais eu la même configuration, quoi. Il y a des moments où on a besoin de mettre certaines bouches pour récupérer de la chaleur gratuite. On parle des bouches de déstratification parce que le contexte le permet. Et c'est toutes ces petites subtilités qui font qu'au final, on a un confort. J'ai des gens qui, systématiquement, le matin, il faut qu'ils ouvrent la fenêtre, sinon ils sont pas bien avant de partir au boulot, quoi. Et quand ils me disent, ça fait une semaine, j'ai pas ouvert la fenêtre, mais comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais parce que l'air a été renouvelé toute la nuit. Donc on n'a pas besoin, on a un taux de CO2 qui ne nous permet pas de dire, j'ouvre la fenêtre pour aérer, quoi.
Tout simplement parce qu'on a un taux qui est convenable, c'est la double flux qu'il a réalisé, tout simplement, quoi. Et ça, c'est normal, hein. Nous, on est bourré de capteurs dans le cerveau. Vous avez déjà été à des soirées de crémaillère ou autre chose, où à un moment donné, il y a toujours une personne qui dit, ça vous dérange si j'ouvre un peu la fenêtre pour aérer un peu? Personne ne dit non, on est d'accord. Ensuite, on a l'autre capteur un peu qui dit, je me gèle un peu les machins, et qui dit, tu peux fermer la fenêtre parce que c'est bon, t'as assez aéré. La double flux, en fait, c'est nos capteurs de cerveau. En gros, moi, je l'approche comme ça, en fait. Et au final, retour de ce qu'on installe, on a typiquement ces résultats-là, quoi. Dans le sud, certains mettent de la double flux parce que bon, voilà, ils veulent passer des soirées, ça coûte cher les moustiquaires, etc. Il suffit d'associer ça par exemple avec un groupe froid, pourquoi pas, hein, on va faire une double flux hydraulique. Vous parliez tout à l'heure de puits canadien ou plus provençal, hein, c'est pourquoi pas. Par contre, si c'est mal installé, si c'est pas fait par des gens qui maîtrisent, c'est la cata. Voilà, c'est simplement ça, quoi. Et on retient beaucoup les désordres que les voilà. Est-ce que vous avez un retour sur la fréquence de remplacement des filtres? De toute façon, il y a une réglementation sanitaire qui dit tous les 6 mois. Vous êtes au bord d'une autoroute, vous êtes à Paris, vous êtes devant la Francilienne, c'est clair que c'est tous les 2 mois. D'accord? En fait, c'est pour ça qu'en fait, on dit toujours qu'il est interdit de mettre ces machines-là dans les combles, comme il est interdit aussi de développer le réseau avec du réseau souple. Hein, quand on voit une double flux avec du réseau souple, il y a un problème, le mec, c'est pas son métier, quoi. D'ailleurs, le métier, c'est le métier de ventiliste. C'est pas l'électro, c'est pas le plombard, c'est le ventiliste. Hein, c'est quelqu'un qui a effectivement étudié l'aérolique, plus que forcément l'hydraulique, ou peut-être les deux, pourquoi pas, mais c'est un métier de ventiliste, clairement. Donc quand on arrive, on installe une machine, et ben on met une machine en équilibre. Et si on l'entend pas, c'est que ça a été bien installé, quoi. Si on l'entend, c'est qu'il y a un problème. Peut-être qu'on a tiré des tuyaux un peu trop avec des diamètres qui n'étaient pas suffisants, etc. Ou la vitesse de flux est pas normale, etc. D'accord ? Donc c'est vraiment un métier. Donc on vient paramétrer et équilibrer le tout. Il y a 2 moteurs, comme disait Bertrand. Et ces 2 moteurs-là, pourquoi ils ne travailleraient pas en surpression ? Parce qu'on est une enveloppe... Voilà. Mais c'est léger, c'est 1 ou 2%. Hein. On renouvelle l'air, en même temps on tape un peu contre les murs pour éviter, effectivement, quand on est en dépression, s'il fait froid dehors, on a un problème d'enveloppe, bah vous voyez les traces d'humidité, les traces de moisissure qui rentrent parce qu'on aspire à travers des défauts d'étanchéité, tout simplement du froid sur du chaud, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'insistais sur le remplacement des filtres, parce qu'en fait, il s'encrasse, il est plus sur l'air neuf. Non. Regardez, elles sont toutes comme ça. On peut. Il y a un F7 et un G4 en fait. Vous en avez 2. Oui. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut changer. Voilà, une fois tous les 6 mois, peut-être ici parce qu'on a la campagne, on n'a pas forcément de pollution. Et c'est toujours. Voilà, vous avez 2 filtres. Avec un seuil de filtration différent. Je ne sais plus en tête. On arrive à filtrer les pollens là-dessus et puis voilà. Et vous avez aussi à l'intérieur, vous avez l'échangeur qui lui est presque comme un filtre dans la mesure où en fait on a, quand on l'enlève, on a des papillons, on a des insectes, on a des choses comme ça qu'on peut aussi voilà. Et l'avantage c'est surtout de filtrer l'air entrant quoi, celui qu'on insuffle. D'accord. Alors la réglementation sanitaire dit bien tous les 6 mois, dit aussi 1 fois par an les bouches, comme pour la simple flux. D'accord, le nettoyage des bouches, et dit aussi clairement, tous les 3 ans, on nettoie le réseau d'insufflation. Alors quand on dit on nettoie, c'est tout simplement, on aspire quoi, je veux dire, on met pas de produits chimiques ou quoi que ce soit, on vient aspirer tous les dépôts qu'il y a pu y avoir avec la poussière, et c'est pour ça qu'on a une distribution avec des caissons de répartition, justement pour avoir cette facilité, et surtout parce que on a du réseau semi-rigide, ou rigide, pourquoi pas, hein, mais du réseau semi-rigide pour pouvoir effectivement travailler sur le réseau, quoi. Mais oui. Oui, alors le retour, parce que nous, dans l'entreprise, on fait aussi la maintenance des installations qu'on réalise, avec des contrats d'entretien qu'on propose à nos clients. Jusqu'ici, nous n'avons jamais réalisé de ramonage de conduits. Alors, le fabricant que j'ai questionné lors d'une formation me dit c'est vrai qu'il faut quand même plusieurs années, au-delà de 5 ans, si les filtres ont été remplacés régulièrement, pour qu'on commence à avoir un léger dépôt sur la distribution. Voilà. Donc c'est même pas ces tubes-là, c'est les tubes de distribution qui sont à l'aval des caissons de distribution, les fameuses boîtes sur lesquelles on va venir raccorder les tubes en semi-rigide qui vont aux bouches. Voilà, pour la répartition.
Mais voilà, c'est aussi une question de maintenance, comme n'importe quel matériel. Il faut que ça soit fait de façon très régulière et de façon très sérieuse. Voilà. Non, ça c'est éternel. Enfin, non, à quel... nous recommande. Oui. Alors, le constructeur. Non, quand je veux dire, oui, ça dépend des constructeurs et puis les changeurs. Change pas les voilà. On nettoie. Tout à l'heure qu'il y avait des insectes. Non, c'est-à-dire, ils sont piégés là. C'est-à-dire, en fait, on peut sortir les changeurs. D'ailleurs, on peut le sortir, hein, les changeurs. Ouais, il faut que je démonte. Oui, il faut démonter un peu plus, ouais. Faut que je démonte la flasque. Voilà. Mais on peut sortir les changeurs, hein, et les changeurs, lui, ça mériterait de temps en temps un coup de soufflette et puis tout autour nettoyer un peu parce que c'est aussi un passage. D'accord. Non, parce que après tout dépend des fabricants, mais il y a pas, on n'est pas au niveau des filtres, quoi. Hein. Les filtres, oui, parce que des filtres bouchés, c'est clair que là, vous allez consommer, quoi. De toute façon, votre machine, là, vous le dire. Un filtre bouché, vous allez avoir une alerte de votre machine qui va observer une perte de charge trop importante. C'est vrai. Et une alarme. Vous allez avoir une alarme. On voit comme une chaudière. C'est pour ça que comment on peut imaginer mettre ces machines-là dans des combles perdus, voire même des fermettes, on en a vu. C'est comme si on se décidait d'aller mettre une chaudière gaz dans les combles parce qu'il n'y a pas de place ailleurs et puis de toute façon il n'y a pas d'entretien. Non, c'est pas du jetable. C'est une machine qui va maintenir un côté sain dans l'habitat, hein, ce qu'on appelle la QAI, et en même temps c'est une machine qui mérite de temps en temps d'être nettoyée parce que c'est elle qui va bouffer en fait les polluants, c'est pas vous. C'est pas les occupants, c'est le principe, quoi. Pardon ? Alors, elle est forcément branchée, elle a des condensats, il y a un échangeur. Donc, bien entendu, l'avantage aussi, c'est qu'on peut brancher à droite ou à gauche en fonction de la sortie. Et c'est des condensats, c'est des siphons à billes. Hein, qui sont en règle générale sur ces doubles flux. Alors c'est là où on voit parfois des machines double flux dans les combles et les gens s'inquiètent parce qu'il y a des grosses taches d'humidité sur le placo, parce qu'on ne relie pas les condensats, parce que c'est des gens qui ne maîtrisent pas la notion de la double flux. Voilà, c'est un équipement qui permet de faire fonctionner la maison, quoi, c'est tout. Hein, donc peut-être que vous voulez qu'on passe de l'autre côté, je ne sais pas, il y avait peut-être des questions. Oui. Focus sur les postes prévus sur la maison dans sa globalité, parce qu'on parle beaucoup de double flux. On a parlé un petit peu d'isolation extérieure, j'ai pu comprendre fibre de bois, soubassement, polystyrène. Alors il y a des ateliers, hein. Ah d'accord. Ouais, c'est pour ça que vous êtes en groupe, parce que vous avez... J'aimerais bien avoir une vision globale de la maison. Oui, tout à fait. Alors ici c'est l'atelier système en gros. Ouais, ensuite vous allez tourner, ça sera l'atelier isolation. Je pense que Jessica va essayer de faire un peu organiser ça parce que sinon on risque de déborder. Juste pour avoir une vision d'ensemble. Oui, tout à fait. Ouais. Présentation. Oui. Faire un petit topo. Est-ce qu'on va parler du chauffage par exemple? Le chauffage, c'est on peut. Alors on va le voir tous ensemble. Hein. Le chauffage, on est pas... Très rapidement, si on devait présenter la chaufferie, là vous voyez ici c'est une chaudière mixte en fait qui fait bois bûche et qui fait fuel avec un boiler fuel. Et si j'ai bien compris, il y a eu le choix de déconnecter la chaudière, la partie fuel pour conserver que la partie bois bûche. Dans l'idée, c'est on isole, on met une double flux et on fait en sorte que la consommation en bois bûche se réduise. En gros, c'est ça. Dans l'idée de garder ce poste-là, enfin de garder cet équipement-là pour des raisons de coût, je suppose. Oui, parce qu'elle est en place, elle est encore toute jeune. Voilà. On aime bien renouveler, garder les choses en état. L'idée, c'est pas jeter pour jeter, dans la mesure où il y a encore une possibilité de la conserver. Il y a, alors, pour présenter ça, une bois bûche, en règle générale, est toujours associée à un ballon tampon. Ok. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec des chaudières à granulés. Certains fabricants de chaudières à granulés peuvent fonctionner sans ballon tampon, mais en règle générale, la biomasse est toujours associée avec... voilà, c'est toujours mieux, c'est toujours plus intéressant. Et plus on est performant en termes dans la maison, plus on économisera sur le fait d'avoir un ballon. D'accord. Le ballon qu'on voit associé ici à la chaudière, le principe est simple, hein, on charge donc le foyer, on charge, c'est une combustion complète. À la différence toujours de ce qu'on appelle les poêles, hein, vous savez, ce qu'on appelle les appareils d'agrément indépendants. Hein. Un poêle, lui, pour pas polluer, il faut qu'il travaille à combustion complète. L'avantage de travailler à combustion complète, c'est qu'on brûle les polluants aussi. D'accord. Une chaudière bois bûche, l'avantage, c'est que vous pouvez pas aller mettre vos mains dedans pour dire je vais réduire l'apport d'air ou autre chose. Non, c'est combustion complète et toute l'énergie file dans le ballon. Le ballon, lui, voit le réseau de radiateurs, hein, ou de peut-être plancher chauffant, je ne sais pas s'il y a un plancher chauffant ici, c'est des radiateurs. Donc les radiateurs ne voient pas la chaudière, voient que le ballon tampon. Et la chaudière voit que le ballon tampon. D'accord. Voilà, ça c'est intéressant dans le fonctionnement.
Ok. À ce ballon-là, il faudrait regarder, je n'ai pas le détail, mais on pourrait y associer effectivement aussi des panneaux solaires pour avoir un complément aussi de au moins 20-30% de solaire dessus, je veux dire, de production. Ok, pourquoi pas. Alors la production d'eau chaude, il me semble que c'est, si je connais un peu cette chaudière, c'est celle-ci qui doit faire de la production d'eau chaude. Oui, sanitaire. Voilà, sanitaire, de chaude sanitaire, hein, je parle. Hein. Ça aurait pu aussi carrément, si elle était en deux, on aurait pu mettre un petit ballon ici avec un panneau solaire et puis avec aussi une possibilité depuis le ballon tampon de relever le solaire s'il n'y en a pas sur du sanitaire. Voilà. C'est l'idée à terme. C'est l'idée à terme. Voilà, donc je pense que ça a du sens. Voilà, et puis d'avoir fait le choix de garder ce qui est d'existant que de jeter et repartir sur du neuf, qui peut-être, voilà, c'est peut-être un bon choix aussi, mais l'idée, vu qu'elle est mixte, oui. Donc ce boiler fuel est déconnecté, voilà, on a fini la queue quand même. Alors, l'idée, c'est de mettre un voilà. granulé. Alors voilà. Alors ensuite, c'est ce qu'il faut rajouter dans le calcul ici, c'est le rendement de la machine. Voilà, parce que quand on a du mixte, en règle générale, c'est toujours au détriment de quelque chose. Okay. Alors si les chaudières sont séparées, on a vraiment un brûleur séparé de l'autre, ça devient intéressant. Mais si c'est le même brûleur qui accepte tous les combustibles, là c'est de l'esthétique, quoi. Je veux dire, c'est du marketing, c'est même plus du, c'est pas de la performance, quoi. D'accord ? Oui, parce qu'on ne peut pas être avec un bon rendement en mettant du granulé ou du bois bûche ou du fuel ou autre chose. Enfin, on ne peut pas avoir un brûleur mange-tout et chercher le rendement, quoi. Ok. Bon voilà, donc ça c'est bien d'avoir un retour parce que du coup c'était de dire on garde cette machine-là, elle n'est pas très vieille. Alors, je pense, ça c'est une version d'il y a 15 ans, il me semble. Hein. C'est ça. Voilà. Elle peut encore faire autant. Pourquoi pas réduire, mettre plus l'accent sur l'isolation, continuer avec cette chaudière-là en consommant moins. En fait, c'est ça l'idée. Hein. Et voilà. Et puis du bois, si vous avez du bois, c'est très bien. C'est une contrainte, hein, le bois, hein, malgré tout. Hein. Alors si on l'a pas et en plus on n'est pas physiquement apte à le faire, faut enlever cette idée de la tête. D'accord. Par contre, si on a du bois et on est encore costaud, pourquoi pas. Ok. Généralement, c'est l'association toujours une chaudière, que ce soit granulée, même voir une pompe à chaleur, vous rajoutez un poêle indépendant, un poêle à bois bûche. Parfois, l'association peut être aussi, ça peut être très intéressant, quoi. Voilà. Alors, je pense qu'au niveau des bureaux d'études, je suppose qu'il y a aussi une approche là-dessus. Voilà. Bon, voilà, c'était d'avoir au moins le choix. Le choix du propriétaire, c'est de conserver ce qui était déjà existant à l'achat de la maison.